Bonsoir amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour ce libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. Et j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir patron d'émission sur Radio Courtoisie, Philippe Pichot-Bravard. Comment allez-vous Philippe ? Bonsoir Charles, très bien. Et Guilhem Goffin que vous aviez découvert l'année dernière pour Souveraineté et désordre politique aux éditions du Cerf, je crois Guilhem. Oui, bonsoir. Notre sujet du soir est intitulé « Dernière nouvelle du droit naturel ». Nous allons discuter de savoir quelle est sa valeur, quelle est sa construction et quel sens le droit naturel peut-il apporter à des questionnements contemporains. Dans la préface de votre ouvrage, Philippe Pichot-Bravard, vous écrivez « Le régime sans partage ». Alors, c'était pas moi qui l'écris dans la préface, c'est don Jean-Rémy Lanavert, qui est un prêtre de la communauté Saint-Martin. Dans cette préface, l'abbé écrit « Le régime sans partage du positivisme juridique dans notre ère continentale, car le cas des pays anglo-saxons est à maints égards différent, n'a pas seulement eu pour effet de faire triompher la thèse contraire à celle du droit naturel, mais aussi de rendre caduque la question même du droit naturel. » Est-ce que vous assentez à votre préfacier ? Alors, la question qui est soulevée ici est tout à fait essentielle. Il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux grandes conceptions du droit depuis le commencement connu d'une réflexion juridique, c'est-à-dire depuis la Grèce antique et depuis Rome. Il y a ceux qui considèrent que le droit exprime d'abord ce que dit la loi et exprime d'abord la volonté de ceux qui exercent le pouvoir ou de celui qui exerce le pouvoir. Et puis d'autre part, et c'est l'école du positivisme juridique. Et puis d'autre part, il y a ceux qui considèrent que le droit a une finalité, que cette finalité, elle est de rechercher la justice, de rechercher l'équité, que les notions de justice, d'équité, de droit sont étroitement liées les unes aux autres. Et cette conception considère que cette finalité doit encadrer, ordonner la volonté de ceux qui exercent le pouvoir, la tempérer, et qu'elle la tempère notamment en affirmant l'existence de règles qui sont supérieures à cette volonté, et notamment les règles du droit naturel, ces règles dont Aristote qualifiait de justice naturelle, que Cicéron qualifiait de droite raison, que tous les jurisconsuls romains ont évoqué en soulignant leur autorité, parlant tantôt de droit des gens ou de droit naturel lui-même, un droit naturel dont on a perdu de vue, dont l'autorité a été petit à petit niée à partir de la Révolution française. Voilà. Et j'ai oublié de citer votre ouvrage chez Ictus, le droit naturel, fonder l'ordre juste, histoire, actualité et enjeux. Guilhem Goffin, quand on vous évoque droit naturel, qu'est-ce qui résonne en vous immédiatement ? Qu'est-ce qui résonne quand on évoque le droit naturel ? Tout d'abord, donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Philippe Pichot-Bravard. Donc là, il y a un accord complet sur le fait que nous avons en effet perdu de vue dans la culture moderne. Donc le principe du droit naturel, on a perdu de vue d'abord parce qu'il a été, ça s'est peut-être fait en deux temps. C'est-à-dire qu'il a été d'abord subverti par l'individualisme et par la réinterprétation de la nature humaine en termes d'individus, et donc la réinterprétation du droit en termes de liberté, enfin ça c'est un peu chez Hobbes, et en termes de droit individuel. Et donc on a fait du droit en fait une qualité de la personne, attachée à la personne. Je crois que c'est Grotius et Pufendorf qui le définissent clairement ainsi. Donc c'est une qualité attachée à la personne, et ça n'est plus donc cette relation qui détermine justement la justice entre les personnes et au sein de la société.
Mais néanmoins, on a en effet conservé dans ce vocabulaire-là plus ou moins le vocabulaire du droit naturel, avec cette idée encore une idée de nature. Mais c'était une subversion complète et de fait, après la Révolution, à partir de la Révolution ou après la Révolution, il n'en est plus question. Et donc en fait, on ne fait que, je dirais, tirer les conséquences en effet de cette subversion qui était en fait, oui, complètement la ruine du droit naturel. Alors ça, c'est sur le plan historique, je crois que c'est à peu près incontestable. Après, ce que m'évoque spontanément le droit naturel, ça reprend des termes de votre ouvrage, du titre ou du sous-titre. C'est bien entendu que c'est un enjeu fondamental. C'est un enjeu fondamental aujourd'hui pour sortir des apories, des impasses dans lesquelles nous sommes sur le plan politique, sur le plan social, au-delà sur le plan sans doute de la civilisation, d'abord occidentale sans doute, et puis au-delà certainement. L'enjeu d'un droit naturel aujourd'hui, c'est aussi c'est d'abord, comme ça l'a toujours été, de dépasser les particularismes sans les nier. Voilà, c'est précisément sans tomber dans cet universalisme abstrait des Lumières donc de l'époque moderne. Le droit naturel, c'est absolument pas ça, mais en même temps, ça maintient l'idée d'une nature humaine et que donc malgré toutes les différences culturelles, malgré toutes les différences de civilisation, il y a quand même des principes qui sont communs. Qu'il y a une certaine communauté humaine. Et ça, c'est sans doute un enjeu premier pour concevoir un nouveau frais, pour redéfinir, disons, l'expression, on pourrait la discuter, disons, un certain ordre mondial, donc c'est un principe dans les rapports entre les pays, les nations, les États. Bon, on voit bien qu'aujourd'hui, le système échafaudé depuis un bon siècle, encore plus depuis la Seconde Guerre mondiale, mais c'était déjà avant. Et on pourrait même remonter avant avec le principe de Westphalie ou du traité de Westphalie. Donc ça arrive très certainement au bout de sa logique. Et voilà, on tombe dans une impasse. Et donc il va falloir nécessairement repenser l'ordre mondial. Et là, le droit naturel est au premier plan. Philippe Pichot-Bravard. Alors effectivement, vous soulignez remarquablement la difficulté première qui est la définition de ce que l'on entend par droit naturel. Il y a deux grandes définitions. La définition classique qui a été esquissée par Aristote quand il oppose la justice naturelle et la justice légale, qui a été ensuite précisée par Cicéron. Et je ne résiste pas Cicéroné, Philippe, Cicéroné. À la volonté de vous lire la très belle définition que Cicéron, dans le De Republica, donne du droit naturel, parce que elle est très complète. Je cite: « Il est une loi véritable, la droite raison, conforme à la nature, universelle, immuable, éternelle, dont les ordres invitent au devoir, dont les prohibitions éloignent du mal. Cette loi ne saurait être contredite par une autre, ni rapportée en quelque partie, ni abrogée tout entière. Ni le Sénat, ni le peuple ne peuvent nous délier de l'obéissance à cette loi. Elle n'a pas besoin d'un nouvel interprète ou d'un organe nouveau. Elle ne sera pas autre à Rome, autre dans Athènes, elle ne sera pas demain autre qu'aujourd'hui, mais dans toutes les nations et dans tous les temps, cette loi régnera toujours, une, éternelle, impérissable, et le guide commun, le roi de toutes les créatures, Dieu lui-même, donne naissance, sanction, publicité à cette loi que l'homme ne peut méconnaître sans se fuir lui-même et sans renier sa nature. » Tout est là. Tout est là. Et Cicéron, qui n'est pas simplement inspiré par la philosophie stoïcienne, mais aussi beaucoup par la philosophie aristotélicienne, Cicéron montre bien le lien étroit qu'il y a entre cette notion de droit naturel et la nature de l'homme. Puisque celui qui n'agit pas dans le respect
de ce droit naturel se méconnaît, se fuit lui-même et renie sa nature. Et la question fondamentale, elle est donc de préciser ce qu'est l'homme. Ce que ne font d'ailleurs aucune des déclarations de droits de l'homme. Les déclarations de droits de l'homme nous parlent des droits de l'homme, mais ne nous disent pas ce qu'est l'homme. L'homme a des droits, mais il ne sait pas ce qu'il est. Bien sûr. Et la pensée classique, elle, nous a dit ce qu'était l'homme. L'homme est un animal sociable, social, nous dit Aristote, donc fait pour vivre en société. La société lui est naturelle et il y a des corps sociaux qui ont une existence naturelle, à commencer par la famille, la communauté d'habitants, qui est une famille élargie, et la cité, ou la patrie, la cité dans le cadre grec. Il y a... L'homme, en outre, est un animal raisonnable, et c'est pourquoi Cicéron qualifie ce droit naturel de droite raison. C'est-à-dire, c'est une raison, mais qui est ordonnée au bien, qui est ordonnée au vrai, qui est ordonnée au juste. Et la connaissance de ce droit naturel repose sur cette faculté qui distingue l'homme des autres êtres animés, qui est l'intelligence. Et puis, enfin, l'homme est un être spirituel. Il y a en lui un principe qui survit au corps. Et c'est précisément ce principe spirituel qui garantit son libre arbitre, qui garantit sa liberté et qui l'amène, une fois que l'intelligence a fait son travail de discernement, à faire des choix. L'intelligence distingue entre le bien, le mal, le vrai, le faux, le juste, l'injuste, et ensuite la volonté choisit, et parfois choisit la mauvaise voie, et c'est là toute la source du mystère du mal dans ce monde. Voilà. Alors, à côté de cette définition classique que donne Cicéron, eh bien, il y a une définition moderne qui a été tricotée par la scolastique espagnole au XVIe siècle. Ces grands universitaires espagnols ont voulu définir une sorte de compromis entre différentes écoles philosophiques, notamment le thomisme et le nominalisme. Et c'est ce qui a conduit à une conception subjectiviste du droit naturel, une conception qui centre la réflexion sur le droit naturel sur la question du sujet, sur la question de l'individu, et non plus sur cette notion objective qu'est la recherche de la justice. Voilà. Et à partir de ce moment-là, le droit naturel, il consiste dans des droits naturels de faire ou des droits à quelque chose. Voilà. Et Grotius a voulu, d'autre part, Grotius écrit à la même époque que Descartes. Vous écrivez, le droit n'est pas pour lui d'attribuer à chacun la part juste, il est le pouvoir d'un individu sur une chose. Exactement. Pouvoir d'un individu sur une chose, on va déjà se dessiner la notion de droit de l'homme dans ce subjectivisme. Et puis il y a une volonté, nous sommes à la même époque que Descartes, de définir le droit naturel comme si Dieu n'existait pas. Et donc, Grotius définit ce droit naturel à partir de principes philosophiques empruntés au stoïcisme, de principes philosophiques qu'il érige en idéal. Notamment le fait que l'on ne doit pas s'emparer du bien d'autrui ou que l'on doit rendre ce que l'on a mal acquis, dont il fait un principe absolu. Mais la justice, ce n'est pas ça. La justice, elle consiste, selon la définition d'Ulpien, à rendre à chacun la part qui lui revient, à rendre à chacun la part juste, ce qui exige de prendre en compte la situation de chacun, les circonstances, et non à appliquer de manière absolue, automatique, un principe absolu. Ce qui ne peut conduire, dans certains cas,
qu'à rendre des décisions injustes parce qu'inadaptées aux circonstances. Je vous donnerai juste un exemple puisé sur cette question de la propriété. Saint Thomas d'Aquin envisageait que l'on puisse, qu'un miséreux qui crève de faim, et dont la famille crève de faim, puisse dérober un pain au banc d'une boulangerie pour survivre. Parce que, dit-il, la conservation de la vie de cet homme est plus importante que la propriété du boulanger. Alors évidemment, il faut respecter dans tout cela la mesure. Mais ce point est extrêmement intéressant parce qu'il montre bien ce qui différencie la pensée classique qui est centrée sur l'idée de justice et la pensée moderne qui se contente d'appliquer de manière absolue quelques préceptes philosophiques, notamment le droit de propriété. Guillaume Goffin. Oui, le droit de propriété qui fait partie des droits naturels selon la déclaration des droits de l'homme de 89. Et donc là, qui est tout à fait dans l'inspiration du philosophe anglais donc Locke qui en fait en effet le droit naturel fondamental, mais voilà, mais enfin droit naturel, c'est-à-dire une sorte de droit des origines, dans une sorte d'état des origines mythiques, et qui est donc indétachable en effet de la personne humaine. Et donc toute atteinte à la propriété privée, de ce point de vue-là, serait en effet rendu impossible. Donc là, on est complètement en effet dans l'opposition, enfin, une sorte de contradiction avec l'exemple que vous prenez, mais qui est même si sitôt sitôt rédigé la déclaration des droits, je ne dis pas terminée parce qu'elle ne l'a jamais été, on s'est empressé de méconnaître les principes que l'on avait couchés noir sur blanc, notamment le droit de propriété. Notamment le droit de propriété, c'est vrai, tout à fait, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, mais en même temps, il a quand même été bien, après la Révolution, au XIXe siècle, quand même bien remis. Enfin, l'exemple que vous citez m'évoquait, c'est l'exemple du pain qu'on va dérober en cas de nécessité. C'est très exactement l'exemple que prend Victor Hugo dans Les Misérables pour discuter en fait à travers le roman justement le caractère de la justice ou non de et il est clair que l'histoire que raconte Victor Hugo n'aurait pas pu se placer à une autre époque de notre histoire. Certainement. 2 siècles avant, ça n'aurait pas eu de sens. Il n'aurait jamais été condamné pour avoir volé un pain. Exactement. À l'époque où Bossuet avait prononcé cette très belle homélie sur l'imminente dignité des pauvres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Guilhem, par ailleurs, ce qui est intéressant dans une partie de ce dont on discutait à l'instant, c'est la question de la finalité du droit et sa différence entre les origines, l'objectivation, l'assujettissement finalement de ces droits et la réflexion sur la finalité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une grille de lecture fondamentale pour comprendre les droits naturels? La question la question est absolument centrale, puisque il n'y a pas en effet de droit naturel tel que l'ont compris donc les anciens et tel que le comprend saint Thomas, en dehors en effet d'une perspective de finalité. Donc si le droit donc est aussi donc lié à la justice, c'est bien sûr en vue du bien commun. Il est donc par définition le droit est fait pour permettre la bonne organisation de la société, de la communauté politique, et par conséquent donc il a forcément en vue le bien commun et sa justification ultime, si on a justifié le droit naturel, enfin, je ne sais pas si ça se pose dans ces termes, mais enfin, si on veut le comprendre en tout cas, sa justification, c'est l'instauration du bien commun. Et du reste, là, on tombe sur un problème qui est crucial, et qui est crucial d'abord pour, j'oserais dire pour nous qui entendons défendre en effet le droit naturel, je pense que c'est le cas, c'est que on a en effet... ça rentre en contradiction avec une conception générale de la nature humaine bien sûr, mais plus généralement encore, qui précisément récuse la finalité. Et là, j'ai à l'esprit donc une remarque que je crois très importante de Léo Strauss.
à la fin de sa préface ou introduction, je ne sais plus, à Droit naturel et histoire, où justement il parle des thomistes du XXe siècle, et en montrant qu'ils sont un peu dans la contradiction, puisque, enfin, pas avec eux-mêmes, mais enfin un petit peu quand même, parce que au sens où à peu près tout le monde a accepté en effet la vision de la nature donnée par la science moderne, qui est quand même fondée grosso modo sur le mécanisme, c'est un peu plus complexe, mais enfin sur une vision en tout cas non finalisée de la nature. Et ces thomistes donc s'efforcent de défendre le droit naturel, et donc une vision finaliste de la nature, en tout cas dans le cas de l'homme. Et donc là, on fait autrement dit de l'homme une sorte de cas à part dans une nature qui globalement donc est comprise comme non finalisée, enfin comme ignorant la finalité. Et donc là, il y a en effet un porte-à-faux. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est considérable sur un plan philosophique dans, je dirais, enfin, tout ce qui concernerait, vraiment de façon générale, alors on sort de l'action du droit, hein, mais bon, la philosophie a une dimension organique, donc les parties se répondent dans ce qui concerne la philosophie de la nature. Donc là, il y a vraiment un enjeu qui est fondamental. Si on veut en effet redonner un petit peu l'idée de ce que peut être le droit naturel, au-delà de petits cercles qui sont convaincus, mais en redonner un petit peu le sens sur un plan, disons, plus général de la culture, de la société. Et il y a se confronter, je crois, vraiment à la conception générale de la nature qu'a imposé donc la philosophie moderne et la science moderne. Et là, il y a un enjeu qui est colossal. Philippe Pichaud-Bradard. Oui, la question de la finalité est absolument essentielle. Toute la pensée classique a insisté sur l'importance de la finalité. La recherche du bien, du vrai, du beau, du juste, la recherche du bien commun dans le gouvernement de la cité, au point que cette pensée classique déterminait la légitimité du gouvernement, non pas selon le critère de l'origine du pouvoir comme nous le faisons, mais sur le critère de cette finalité. Était légitime tout gouvernement qui est au service du bien commun, c'est-à-dire qui a le souci de faire régner la justice dans la société, qui garantit la sécurité des membres de la cité vis-à-vis en particulier de l'extérieur, des menaces extérieures, qui, faisant régner la justice, fait régner la paix, car nos ancêtres médiévaux étaient des gens qui avaient les chines beaucoup plus raides que nous, et qui ne concevaient pas qu'il puisse y avoir une paix sans justice. La paix est la conséquence de la justice. Si la société, si le gouvernement est injuste, la paix ne peut pas régner, selon eux. Aujourd'hui, on le conçoit très bien, une bonne police est là pour ça. Pour faire régner une paix, même sans justice. Et puis, le bien commun, c'est aussi la communauté du bien, c'est-à-dire la communauté des gens de bien qui veulent bien vivre, vivre selon le bien. Et cela implique un trait que l'on a également perdu de vue avec la modernité philosophique, qui est l'importance de l'amitié politique. Cette amitié politique à laquelle Aristote, dans l'Éthique à Nicomaque, à laquelle Cicéron accorde tant d'importance, saint Thomas d'Aquin ensuite, et tous les auteurs, et jusqu'à Jean Bodin, cette amitié politique, elle découle de la nature sociable de l'homme et du fait que la première société est la famille. Or, dans la famille, le lien qui lie entre eux, les membres de la famille, est un lien d'affection. Et dans la communauté d'habitants qui, dans toute société traditionnelle, et c'était encore le cas dans la France rurale d'avant la dernière guerre, est en fait une communauté de cousins et d'alliés plus ou moins éloignés. Le lien social est un lien d'amitié, un lien de bienveillance ordonné au bien. Alors que dans la pensée moderne, telle qu'elle se développe au lendemain des guerres de religion, on écarte
cette amitié politique. Et on affirme, au contraire, mais c'est là le fruit du traumatisme des guerres de religion et des horreurs auxquelles on a assisté, on affirme que le lien social n'est pas l'amitié, mais l'intérêt. Et à partir de ce moment-là, la pensée du XVIIe et du XVIIIe siècle va disserter sur l'organisation de la société, sur cette importance de l'intérêt, sur l'agencement des intérêts individuels entre eux, que l'on tente d'harmoniser, de concilier au sein de la société. Et toute la pensée libérale repose là-dessus. La société est le fruit d'un contrat conclu entre des individus qui donne naissance aux institutions et aux droits. Donc tout est le fruit de la volonté. Par conséquent, il n'y a pas d'ordre naturel, il n'y a pas de droit naturel. Et le gouvernement a pour mission d'avancer les intérêts individuels entre eux, de trouver un compromis entre ces intérêts, mais toute notion de bien vivre, de communauté du bien a complètement disparu. Et c'est d'ailleurs ce qui permet de saisir que les notions de bien commun et d'intérêt général que l'on croit souvent mêlées sont en fait très différentes l'une de l'autre. Le bien commun, c'est la pensée classique. Il y a l'idée de la recherche du bien, l'idée de l'amitié politique. L'intérêt général, cette idée-là, de bien commun, cette idée de justice, cette idée d'amitié est totalement absente. Il s'agit simplement de trouver un compromis, un consensus, terme omniprésent dans le discours politique aujourd'hui, un consensus entre les intérêts en présence pour leur permettre de coexister. Alors, la question de la finalité, elle est essentielle parce que quand on n'affirme plus... en fait, tout système politique a une finalité. La pensée classique, c'est le bien commun. La pensée libérale, c'est la liberté avec un grand L, la liberté un peu abstraite. Bon, et c'est la concertation des intérêts individuels. La pensée jacobine, c'est et plus tard marxiste, c'est l'égalité. Toute la pensée étatiste telle qu'elle se développe avec Machiavel, c'est la conservation et la grandeur de l'État. Et tout prend un sens à partir de cette finalité et tout est ordonné à cette finalité. Et évidemment, quand la finalité n'est pas le bien objectif, la recherche du bien, du vrai, du beau, du juste, mais se trouve être la conservation de l'État, se trouve être l'égalité entre les membres, eh bien, on arrive très rapidement à l'usage de moyens qui peuvent interdire aux habitants d'une cité de vivre convenablement. Guillaume Goffin. Oui. Je suis entièrement d'accord et là vous soulignez un point qui est vraiment fondamental, c'est qu'en effet, quand on dit qu'il n'y a plus de finalité donc dans la conception moderne, on fait référence au discours officiel. Mais en fait, c'est faux. Vous soulignez à juste raison, c'est faux parce que de toute façon, il ne peut pas ne pas y en avoir, puisque l'action humaine est structurée ainsi, et qu'elle soit individuelle, personnelle ou qu'elle soit commune ou collective. Donc il y a un discours politique moderne, à peu près quelles que soient les tendances, vous en avez souligné les principales, qui en fait, on pourrait dire, soit hypocrite, soit inconscient par rapport à sa propre action, mais ça peut être l'un et l'autre à la fois peut-être aussi, c'est pas impossible, mais qui en tout cas ne dit pas la vérité sur la manière dont les choses effectivement se passent. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, la question de la finalité, la difficulté, elle est plus dans le fait de faire reprendre conscience que effectivement, elle est à l'œuvre et que effectivement, que nous le voulions ou pas, nous agissons en fonction d'une cause finale. Et bien sûr, après, se posera la question de quelle finalité, quelle est la vraie finalité, quelle est la finalité juste, mais ça c'est un peu dans un deuxième temps. Mais pour réinstaurer l'idée du droit naturel, comme on disait, il faut en effet reprendre conscience du rôle essentiel de la finalité,
qui est nié par le discours, mais qui, effectivement, si on est honnête, si on regarde les choses de façon lucide, est bien sûr toujours à l'œuvre. Et de toute façon, le sera toujours et ne peut pas ne pas l'être. Ce qui, quelque part, en effet, condamne vraiment le discours moderne qui ne correspond pas à sa propre pratique. Mais il est vrai qu'affirmer la finalité d'un système de pensée, c'est offrir la clé de compréhension Tout à fait. de tout le discours de ce sûr. système de pensée. Bien entendu. La cause finale étant la cause des causes et permet, bien sûr, le principe de situation ultime. Bien sûr. Et offrir la clé de compréhension, c'est interdire la manipulation des esprits qui permet de se maintenir au pouvoir. Bien entendu. Là, oui, tout à fait. Mais là, on tombe, sur quand même ce qu'on peut appeler la fondamentale et en effet hypocrisie moderne, qui est en fait un système en effet de domination et qui masque ses propres buts, un discours officiel qui vise à anesthésier les esprits, très clairement. Une question cependant, Guilhem Goffin, on a rappelé dans notre discussion sur la finalité, et je pense qu'avec raison, Pichot-Bravard nous rappelait dans toute la pensée autour du droit naturel l'importance de l'amitié politique, de la communauté de bien, de la communauté des gens de bien. La communauté du bien. Du bien. Je l'ai noté en plus. Toutefois, dans une société hétérogène comme la nôtre, on peut considérer que il est difficile d'établir cette communauté du bien, puisque, outre le fait que chacun ayant été individualisé, chacun s'est fait sa définition du bien, et surtout des intérêts notoirement divergents animent des parties du corps social. Ah oui, bien entendu. C'est-à-dire que là, ce qu'on disait il y a un instant sur la finalité de l'action, c'est évident que c'est d'abord et avant tout les buts que se donnent ceux qui dirigent. Bon, ça c'est un point essentiel. C'est pour ça que c'est masqué. Et donc le fait est que si tout ce que nous avons dit donc est juste, on est sur un système qui est injuste et qui donc, on peut donner plusieurs noms, mais bon, se rattacherait à une forme de tyrannie, en employant ce terme classique. Bon, il mériterait commentaire sans doute, mais donc, en tout cas de constitution déviante, si on reprenait l'expression d'Aristote. Et donc la conséquence sur le long terme, parce que maintenant ça fait quand même pas mal de temps que le système est en place, c'est précisément en effet la destruction du corps social. Oui. Et donc là, on est quand même aujourd'hui à un stade relativement avancé dans le processus. Oui, voilà. Tout le monde. Oui. Voilà. Et ça s'est quand même bien accéléré depuis quelques décennies. Bon, mais et donc là, en effet, la définition du coup d'un bien commun devient problème. Enfin, la définition du bien commun en soi, elle va toujours elle va rester. Maintenant, la réalisation de ce bien commun, étant donné qu'il y a de fortes divergences en effet entre des parties du corps social, devient forcément problématique. Alors là, ceci étant, là le problème il n'est pas tant théorique que pratique. Donc ça serait vraiment le problème auquel devrait se confronter de façon première un pouvoir politique qui serait droit, qui serait juste, c'est-à-dire qui voudrait effectivement faire le bien et donc réinstaurer concrètement, enfin faire revivre, on va dire, un réel bien commun au sein de la société. Alors après, bon, sur les modalités, comment il faudrait faire, ça on pourra en discuter forcément très très longtemps, d'autant plus que il n'y a pas forcément une seule manière. Enfin, là, c'est le propre de l'action. Après, ça relève de choix, ça relève de, en fonction des circonstances. Mais là, le problème, bien sûr, il est pratique et le problème est bien entendu immense. Et plus on reporte le temps où on va y remédier, plus bien sûr le problème va être complexe et va être difficile. Voilà. Guilhem, une question, parce que je sais qu'on doit vous libérer à un moment. Vous qui êtes professeur, alors on va pas révéler quoi que ce soit. Il n'y a pas de secret, j'enseigne dans la philosophie dans le secondaire. Quand d'une manière ou d'une autre vous évoquez les droits naturels à vos élèves, est-ce que vous sentez que il y a une compréhension plus rapide de ce que cela signifie? Est-ce que vous sentez que ça les touche ou que c'est extrêmement intéressant parce que j'essaie toujours en effet
comment dire, je me donne un but qui est relativement modeste dans le cours de philosophie. Bon, il y a bien sûr la préparation à l'examen, bon, ça aucun intérêt pour ici. Sinon, le but, c'est un peu d'essayer de faire comprendre aux élèves le monde dans lequel ils vivent. Et donc, j'expose en effet et la conception classique du droit naturel et la conception moderne du droit. Et en insistant fortement, en essayant de montrer les contradictions de la conception moderne et que ça repose sur une anthropologie qui est en fait aberrante. Et on a une emprise quasi nulle sur les esprits. C'est très difficile à faire comprendre. C'est très très difficile à faire comprendre. Faire comprendre, parce que derrière ça, c'est la question de la liberté. Bon, la liberté indéfinie des modernes, donc la liberté individuelle. Et ça, c'est quasiment impossible à extirper des esprits. Enfin, en tout cas, dans le peu de temps qui nous est imparti, il faudrait. Voilà, c'est un travail sur la durée. Et là, force est de constater, on a beau essayer de leur montrer par, si je puis me permettre, par A plus B ou presque, parce que ça s'approcherait presque de ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette conception-là. Le devoir suivant, on a l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. Donc ça, et ça se vérifie chaque année, oui. C'est tellement ancré dans notre culture, et les élèves sont, forcément, sont imprégnés de ça par la culture ambiante, par l'école, qui est quand même complètement dans cette idéologie-là, bien entendu. On arrive, nous, en fin de parcours. Et donc, bon, on peut essayer de corriger un peu les choses, mais c'est très, très, très difficile. Un grand merci, Guilhem. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Souveraineté et désordre politique, paru cette année. Au mois d'avril. Au mois d'avril, aux éditions du Cerf, et qui est un ouvrage que je vous recommande vivement, qui est passionnant. Merci beaucoup, bonne fin d'émission. Philippe, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles Demeyer. Cette émission est préenregistrée, mais nous prenons avec plaisir l'ensemble de vos rédactions, notamment à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Je reçois ce soir un collègue patron d'émission, en la personne de Philippe Pichot-Bravard, qui publie Le droit naturel, fonder l'ordre juste, histoire, actualité, enjeu, aux éditions Ictus. Quelques commentaires sur ce qui vient d'être dit, Philippe? Oui, votre question met le doigt sur la difficulté majeure de notre époque, je crois, à savoir comment restaurer une société ordonnée au bien commun, comment restaurer une société qui respecte l'autorité du droit naturel, alors même que il y a eu tout un travail de sape intellectuelle, que les esprits sont profondément troublés, que les définitions ne sont pas claires en eux, ils sont soumis à ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme, et profondément attachés à ce principe fondamental de la société moderne et de la société moderne libérale, qui est l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire la possibilité qui leur est offerte de choisir n'importe quelle voie selon leurs passions, selon leurs penchants, selon leurs instincts, le bien ou le mal, le vrai ou le faux, selon leurs intérêts aussi. Penchant qui est flatté par toutes les institutions sociales, toutes les institutions politiques. La difficulté est là. Comment rendre une existence naturelle à une société qui est bien plus que corsetée par le constructivisme politique, mais qui s'en trouve considérablement affaiblie, et ce sans agir d'une façon qui serait anti-naturelle. Car agir à l'inverse de la révolution, ce n'est pas faire une révolution blanche, c'est faire le contraire d'une révolution. Et c'est toujours un peu délicat. Voilà, et rendre vie à des institutions naturelles qui sont depuis des décennies, et en réalité même un petit peu plus, étouffées soigneusement
par un État qui a des objectifs idéologiques et qui s'inscrit dans une perspective profondément constructiviste, ce n'est pas aisé parce que il faut laisser au corps social la faculté de développer en lui-même ses corps, mais tout cela obéit à un calendrier, il faut du temps, tout ça ne se fait pas en quelques mois, et tout ça surtout ne peut pas se décréter. La nature ne se décrète pas. Alors on pourrait éventuellement placer dans un premier temps des tuteurs, comme pour les arbres trop jeunes, pour les aider à grandir dans la bonne direction, et en n'oubliant pas surtout de retirer les tuteurs le moment venu. Mais vous voyez, c'est toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Alors en revanche, il est un point qu'il ne faut pas perdre de vue et qui est très important, c'est que la notion de droit naturel n'est pas une notion purement occidentale. Et elle est encore moins une notion purement chrétienne. L'idée du droit naturel, elle est présente dans la pensée avant le christianisme. Nous avons cité Aristote, nous avons cité Cicéron, ces auteurs écrivaient avant la révélation. Et ils sont arrivés à cette conclusion par l'usage de leur intelligence. Ce n'est pas l'Église qui a inventé le droit naturel. L'Église a soutenu l'autorité du droit naturel, l'Église a approfondi la réflexion sur le droit naturel, l'Église a épuré cette notion de droit naturel de quelques scories, mais cette notion elle est accessible à l'intelligence humaine et par conséquent, nous rencontrons cette référence au droit naturel dans toutes les civilisations humaines. De même que nous rencontrons dans toutes les civilisations humaines l'idée initiale que la finalité du gouvernement est de faire régner la justice, que la mission propre de celui qui est placé à la tête de la cité est de faire régner la justice au sein de la société. Cette idée-là, vous la retrouvez lorsque vous étudiez l'histoire du droit, dans la Mésopotamie des cités sumériennes il y a 4000 ans, notamment dans le Code d'Hammurabi. Vous retrouvez cette idée dans la Bible, vous la retrouvez dans l'Égypte des pharaons, vous la retrouvez dans la Grèce antique, et vous la retrouvez dans l'ancienne France. Donc tout cela, ce sont des conceptions, cette importance de la justice comme finalité du bon gouvernement, cette autorité du droit naturel, c'est une idée qui n'est pas propre à notre société chrétienne occidentale. Songez notamment à la Chine et à la philosophie de Confucius, qui est profondément gorgée par les principes du droit naturel. Pichot-Bravard, cependant, ça pose question. Aujourd'hui, le droit naturel est publiquement, socialement ou dans une certaine presse associé immédiatement à la société chrétienne. Et de fait, sa constitution explique une partie de cette confusion. Vous écrivez vous-même, page 49, la pensée de saint Augustin brouille la distinction entre la loi divine et une loi naturelle. Sans doute aura-t-elle contribué à insinuer cette idée inexacte, comme nous l'avons vu, selon laquelle le droit naturel serait le fruit de l'enseignement de l'Église et qu'il serait dès lors nécessaire d'être croyant pour en reconnaître l'autorité. Oui, effectivement, parce qu'il y a chez saint Augustin cette absorption du droit naturel par le droit divin. Mais plusieurs siècles après saint Augustin, il y a eu saint Thomas d'Aquin. Et saint Thomas d'Aquin qui a eu pour objet, dans sa quête de Dieu, de revisiter les connaissances de son temps en se servant de la méthode d'Aristote. S'est employé non seulement à prouver l'existence de Dieu en se servant de la logique philosophique
de sorte à user d'arguments qui soient accessibles à des hommes qui ne sont pas croyants, mais simplement intelligents, auxquels on demande simplement de suivre un raisonnement intellectuel. Et puis, s'agissant du droit naturel, il a appliqué cette même méthode philosophique à la définition du droit naturel, permettant de montrer l'autonomie qu'avait le droit naturel par rapport à la foi chrétienne. Même si tout cela s'agence remarquablement bien, il n'en demeure pas moins que l'on peut, parce que l'homme est un animal raisonnable, un animal intelligent, il peut, en se servant de sa raison, en se servant de la logique philosophique, arriver à reconnaître l'existence d'un ordre naturel, l'existence d'une nature humaine, et le fait que cette nature humaine, elle implique certains comportements, elle implique certaines règles qui distinguent entre des comportements qui sont naturels et d'autres qui ne le sont pas. Alors, à cet égard, saint Thomas d'Aquin souligne que chaque homme a d'abord une aspiration au bien, et que cette aspiration au bien justifie le caractère naturel de principes comme le respect de la parole donnée, comme la bonne foi contractuelle, ou l'indemnisation des préjudices infligés à autrui. Que cet homme a une autre inclination fondamentale à la conservation de son être, et que cette inclination fondamentale explique le caractère naturel de la légitime défense et de la propriété privée qui lui permet d'assurer sa subsistance. Que cet homme a le pouvoir de transmettre la vie et de se survivre en transmettant la vie, et que de là, l'on peut conclure au caractère naturel du mariage entre un homme et une femme, puisque maintenant il faut tout préciser. Bientôt, il faudra démontrer que la pluie mouille et que le soleil chauffe dans la société dans laquelle nous vivons. Donc le caractère naturel du mariage en vue de la procréation et de l'éducation des enfants, qui permettent au genre humain de se prolonger, de se survivre. D'où aussi le caractère naturel de la fidélité conjugale et de la piété filiale, du respect dû à ses pères et mères. Tes pères et mères honoreras. Troisième inclination soulignée par saint Thomas d'Aquin, l'aspiration à la vérité sur Dieu, donc une recherche de ce qui est vrai, une quête de la vérité, et ce souci de la vérité explique le caractère naturel du refus du faux témoignage et du refus du mensonge. Et puis, à cette inclination, saint Thomas d'Aquin lie l'inclination naturelle à la vie sociale, dont témoigne notamment le langage, faculté indispensable à la communication sociale. Si l'homme n'était pas fait pour vivre en société, à quoi lui servirait le langage ? Et à quoi lui servirait-il, à quoi lui serviraient ses qualités affectives et même le développement de certaines qualités intellectuelles. Finalement, il n'aurait guère besoin que de savoir piéger un lièvre pour assurer son dîner et savoir ruser pour échapper à des prédateurs. Bon. Mais il n'aurait pas besoin des qualités intellectuelles qui lui permettent de communiquer avec ses semblables. Voilà. Et donc, à partir de ce raisonnement, l'on voit bien que l'on peut forger une réflexion sur le droit naturel indépendamment de la foi.
indépendamment de la foi, qu'il n'est pas nécessaire d'être catholique pratiquant et d'assister à la messe 3 fois par semaine pour croire à l'autorité du droit naturel. On peut très bien ne pas douter de l'existence de Dieu, rechercher, ne pas avoir de réponse à cette question, et dans le même temps croire à l'autorité du droit naturel. Les Chinois qui ne sont pas chrétiens mais qui révèrent l'enseignement de Confucius croient à des principes de droit naturel, et l'on pourrait faire le tour des civilisations aux 4 coins du monde, et à chaque fois l'on rencontrerait des peuples qui ont une religion différente, mais qui néanmoins reconnaissent l'autorité du droit naturel. Alors l'enjeu fondamental de la reconnaissance de cette autorité naturelle est très grand. L'enjeu, c'est de donner de la consistance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'état de droit. On se gargarise de l'état de droit, on parle de l'état de droit, mais un état de droit dans lequel la majorité politique du moment impose sa volonté à la minorité, au point même de pouvoir prétendre changer la société, changer de civilisation, changer la définition de choses naturelles. Et la théorie du genre, c'est bien cela. On change les étiquettes, on change les définitions, parce que on croit, c'est l'un des fruits du nominalisme, que les choses n'ont pas une essence, mais qu'elles sont ce que l'on dit qu'elles sont, et qu'elles n'existent que par les mots dont on se sert pour les qualifier. Donc plus rien n'est sûr, plus rien n'est solide, et tout varie en fonction des étiquettes, en fonction de constructions intellectuelles que l'on forge. Bon. L'autorité du droit naturel, elle est importante pour échapper à cet arbitraire de la volonté, un arbitraire qui peut, dans des circonstances défavorables, nous conduire jusqu'à des expériences totalitaires. Il ne peut pas y avoir de justice dans la vie sociale si l'autorité du droit naturel n'est pas reconnue, n'est pas respectée. Parce qu'il faut qu'il y ait une règle qui canalise cette volonté, une finalité. Il faut que cette volonté soit contenue, soit ordonnée à des principes qui lui échappent. Si votre volonté peut faire tout ce qu'elle veut, alors cet arbitraire peut très rapidement déborder et prendre des proportions extrêmement inquiétantes. C'est ce que soulignait Benoît XVI dans le discours qu'il a prononcé au Bundestag en 2009. Le fameux discours dont tout le monde reconnaît l'importance. Discours absolument remarquable, qui est l'un des discours fondamentaux du pontificat de Benoît XVI, mais plus largement l'un des discours fondamentaux de la doctrine sociale de l'Église, de la doctrine de l'Église depuis que cette doctrine s'élabore depuis Pie IX et Léon XIII. Bien. Et dans ce discours prononcé devant le Parlement allemand, Benoît XVI rappelait aux Allemands qu'ils avaient connu des expériences politiques totalitaires, le national-socialisme et le communisme, et que le droit naturel est le seul moyen de faire régner la justice dans la société et de se prémunir contre ce type d'expérience. Alors évidemment, le communisme, il est derrière nous, même si l'on peut tout de même constater que l'air de rien, à petite dose, étalé sur le temps, on a réussi à nous imposer une société qui finalement est très socialisante et très socialiste, en douceur, c'est-à-dire à un rythme qui fait que la plupart des gens ne s'en sont pas rendus compte. Mais il y a d'autres risques totalitaires qui s'annoncent dans les prochaines années, notamment celui du transhumanisme, contre lequel on commence
à s'organiser, on commence à se dresser. Je pense notamment à l'ouvrage que Jean-Marie Leméné, il y a quelques mois, a consacré à cette question pour attirer l'attention de l'opinion sur les dangers que présente ce transhumanisme, c'est-à-dire l'usage de la science et des techniques et de la technologie sans souci du bon usage que l'on peut faire de cette science et de cette technologie, sans se soucier d'ordonner cet usage au bien de tous. Oui, avec des exemples terribles, c'est l'investissement de sociétés américaines dans les diagnostics prénataux, qui servent en gros à pratiquer un eugénisme de masse qui nous rappelle des heures bien sombres. L'eugénisme que pratiquait le national-socialisme dans les années 30 pour définir une race parfaite. Philippe Pichot-Bravard, vous êtes là ce soir pour nous présenter Le droit naturel, fonder l'ordre juste, histoire, actualité, enjeu, qui est chez Ictus. Vous reveniez sur le nominalisme et sa différence entre l'essence et la capacité à nommer. Est-ce que vous pourriez revenir sur le coup qui a été alors porté au droit naturel? Pourquoi, par qui, comment? Alors, la rupture du nominalisme est une rupture qui est très importante. Elle survient au cours de la première moitié du XIVe siècle, dans le milieu universitaire, plutôt franciscain d'ailleurs, avec Duns Scott et surtout Guillaume d'Occam. Guillaume d'Occam, il est né en 1285, il est mort en 1349, c'est un franciscain d'Oxford, et qui est, avec quelques-uns de ses frères franciscains, entré en conflit avec le pape dans les années 1320, le pape qui était Jean XXII, Jacques de Haise, un pape français d'Avignon. Et ce pape souhaitait régler la question du statut des franciscains, qui est une question récurrente. Et notamment s'agissant de la propriété. Vous, franciscains, vous prétendez l'ordre prétend ne rien posséder, et pourtant vous vivez dans des couvents, vous avez la disposition de bâtiments. Écoutez, reconnaissez que vous êtes propriétaire de ces bâtiments dans lesquels vous logez. Voilà. Et la réponse a été de dire, mais l'ordre franciscain, l'ordre des frères mineurs, n'existe pas. Il n'y a que des frères mineurs. Il n'y a que tel frère et tel autre frère. Et donc, pour contrer le pape, a été émise cette idée qui plaçait les franciscains dans la continuité de cette querelle des universaux qui affirmait que au sein de laquelle avait été affirmée l'idée que il n'existe dans la nature que des choses singulières, que des individus. Donc la famille n'existe pas, il n'y a que tel père, telle mère, tel fils, telle fille. La patrie n'existe pas, elle n'est que l'addition des individus qui y vivent. Et évidemment, la première conséquence de ce nominalisme, c'est la perspective individualiste qu'elle dresse. La deuxième conséquence, c'est la négation de l'existence d'un ordre naturel. Que ces franciscains contestent au nom de la toute-puissance de Dieu, affirmant que si il y avait un ordre naturel, celui-ci viendrait limiter la toute-puissance de Dieu, ce qui n'est pas acceptable. Bon. Et puis, ces nominalistes ont également forgé une nouvelle conception du droit, qui prend l'exact contre-pied de la conception thomiste. Il y a dans le nominalisme une forme de réaction contre le thomisme, auquel il reproche de s'appuyer sur la logique d'Aristote, sur la philosophie d'Aristote, c'est-à-dire sur la philosophie d'un auteur païen. Et donc, nouvelle conception du droit qui, d'une part, définit le droit non plus par rapport à ce qui est juste, à ce qui est équitable,
par rapport au respect d'un droit naturel, mais qui définit le droit comme le commandement de celui qui a le pouvoir de l'édicter. Affirmant notamment que si on obéit au commandement « tu ne tueras point », ce n'est pas parce que ce commandement est juste et équitable, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Voilà. Donc le nominalisme, après, prenant le contre-pied du thomisme, annonce la perspective positiviste. Bien. Et puis, d'autre part, le nominalisme définit le droit non pas par rapport à la notion du juste, mais par rapport au sujet, par rapport à l'individu. Et donc, le droit est le droit d'une personne sur une chose. Ou le droit de faire quelque chose sans que la morale soit blessée par cette action. Et donc le nominalisme inaugure le subjectivisme. Et puis enfin, le nominalisme... C'est un droit de la domination, d'une certaine manière. C'est un droit du sujet. Et si vous poursuivez la perspective, vous arrivez à la scolastique espagnole au XVIe, vous arrivez à Grotius et vous arrivez à tout le discours sur les droits de l'homme. Voilà. Le droit sur, le droit de, en attendant le droit à. Voilà. Et puis enfin, dernier trait de ce nominalisme très important, le rapport aux choses. Le rapport aux choses, pour Aristote, les choses ont une existence en soi, elles ont une essence. Même s'il n'y a pas de mots pour les qualifier, les mots apparaissent après, quand on prend conscience, par un approfondissement de la réflexion, de l'existence d'une réalité. Alors que pour les nominalismes, les choses n'existent que par les mots dont on se sert pour les qualifier. Et par conséquent, de lointains héritiers de Guillaume d'Occam en viendront à considérer que on peut changer la chose, ou du moins la perception de la chose, en changeant le mot dont on se sert pour la qualifier. D'où la manipulation de certains mots de vocabulaire en vue de manipuler les esprits à l'époque de la Révolution française, où l'on voit apparaître ces mots piégés de peuple, de liberté, d'égalité, de progrès, qui n'ont pas dans la bouche des orateurs révolutionnaires ou dans l'oreille des quelques militants initiés le même sens que pour l'ensemble de la population. Le mot patrie également est un mot piégé. Au micro de Radio Courtoisie, lors du débat qui nous a opposé à Jean-Clément Martin, j'avais donné l'exemple du mot peuple. Prenons le mot patrie. Pour la population, le mot patrie, c'est la terre des pères, comme l'a remarquablement mis en valeur Jean de Vigry dans Les Deux Patries. C'est la terre des pères, elle implique un enracinement dans l'histoire et dans la géographie. La patrie, c'est la terre de ses ancêtres, c'est l'église où l'on a été baptisé, où ont été enterrés vos parents, c'est le cimetière où ils reposent, c'est la terre que l'on cultive, et c'est la communauté de ceux que l'on aime. Pour les révolutionnaires, la patrie, c'est le contrat social. La patrie, c'est la révolution. Défendre la patrie, c'est défendre la révolution, c'est défendre les valeurs de la révolution, en attendant les valeurs de la République, dont on ne sait d'ailleurs pas trop ce qu'elle couvre. Mais la différence entre les deux est très importante. Quand vous déclarez la patrie en danger, quand vous êtes en guerre, que cette guerre tourne mal, que vous déclarez la patrie en danger pour mobiliser les hommes et les envoyer aux frontières, si vous leur expliquez la révolution est en danger, ils vont vous envoyer promener, ils vont dire qu'ils ont mieux à faire, c'est ce qu'ont fait les Vendéens d'ailleurs. Ils ont une charrue à pousser, ils ont un champ dont il faut s'occuper, ils ont des bêtes et ils ont une famille. Et ils vont certainement pas aller se faire trouer la peau à 150 lieu de chez eux pour défendre une révolution idéologique qui persécute leurs prêtres, qui vient de tuer leur roi et qui a doublé le poids des impôts. En revanche, si vous dites la patrie est en danger, vous suggérez que leur village pourrait bien être menacé.
envahi, détruit, que ceux qu'ils aiment pourraient bien avoir à souffrir de l'envahisseur, leurs femmes, leurs filles. Et donc là, vous arrivez sur cette ambiguïté à mobiliser un certain nombre d'hommes et à les envoyer se faire tuer pour autre chose que ce à quoi ils sont attachés. Voilà. Alors, à l'époque de la Révolution, ce sont quelques mots que l'on manipule, quelques expressions toutes faites qui apparaissent dans les pétitions, dans les discours. À l'époque de la révolution bolchevique, le système va s'être perfectionné et c'est une véritable langue que Lénine et Staline vont forger, la fameuse langue de bois. Songez que Staline avait écrit un livre consacré à la langue nouvelle, c'est dire l'importance qu'il accordait à cette question. Et cette langue nouvelle qui a été forgée au sein du Parti communiste, elle visait à, comme l'a très bien mis en valeur Orwell dans 1984, elle visait à interdire le crime par la pensée, à interdire que l'on puisse penser en dehors du cadre établi par le parti. Et c'était un moyen de sélection des cadres du parti. Celui qui parle la langue, on peut lui donner des responsabilités parce que l'on a l'assurance qu'il est incapable de penser en dehors du cadre. Celui qui ne maîtrise pas cette langue n'est pas quelqu'un de sûr, c'est quelqu'un qui n'a pas donné les gages nécessaires, donc il n'est pas question de le faire monter dans la hiérarchie du parti et donc dans la hiérarchie de l'État. Or, le capitalisme a inventé les entretiens de personnalité pour ça, qui correspondent exactement à la même logique. Et notamment parce que cette langue de bois, elle, après la Seconde Guerre mondiale, les réseaux de l'internationale communiste l'ont propagée en Occident. Et donc le monde intellectuel, petit à petit, s'est laissé gagner par cette langue de bois. On le constate en écoutant certains hommes politiques dont on est extrêmement surpris, après les avoir entendus pendant 5 minutes, d'être incapables de pouvoir dire ce qu'ils ont dit. Ils n'ont rien dit, ils ont simplement filé des mots comme des perles. On le constate quand on lit certains ouvrages, et parfois d'universitaires très brillants. On lit les pages, on a des mots savants et l'on ne sait pas bien ce qu'ils veulent dire, et l'on réalise que derrière il y a une certaine indigence de la pensée, ou alors on veut faire passer toutes sortes d'idées que l'on n'ose pas assumer clairement. Et c'est un moyen de manipulation des esprits. La théorie du genre, c'est l'une des nombreuses expressions de cette manipulation de la langue, de cette langue de bois, qui permet de manipuler les esprits et en même temps de sélectionner les élites auxquelles on va confier des responsabilités politiques, intellectuelles, culturelles. Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal des débats dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir mon ami et collègue Philippe Pichot-Bravard, qui publie Le droit naturel fondé l'ordre juste histoire, actualité et enjeux. Une réflexion intéressante de votre livre, c'est celle sur l'humilité des acteurs de ce droit naturel. J'en veux pour preuve cette citation. Vous écrivez: lors de la mise en œuvre de la réforme du Parlement en 1771, Louis XV décide qu'il est dans l'heureuse impuissance de porter atteinte à la vie, à l'honneur et à la propriété de ses sujets. Oui, c'est une citation intéressante et qui... surtout venant de Louis XV. Surtout venant de Louis XV, et surtout à ce moment-là, au moment où il va opérer cette réforme de la justice, trancher un conflit qui l'oppose au Parlement depuis 20 ans, qui l'empêche de gouverner, se réapproprier une souveraineté qui a été pour partie usurpée par eux, et au moment où il va réaliser ce coup d'autorité, eh bien, il rappelle que son pouvoir est naturellement limité, et que lui, tout monarque absolu qu'il est, ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, et que les parlements auraient pour mission de l'aider de leurs conseils pour éviter qu'il tombe dans le travers d'abuser de ce pouvoir.
Mais cela exigeait que les parlements conçoivent leur pouvoir comme un devoir de conseil et non comme un contre-pouvoir qui entend partager la souveraineté avec le roi. Et là, Louis XV, tout monarque absolu qu'il est, rappelle qu'il y a des limites à ce pouvoir et que ces limites, alors, nous en connaissons certaines, certaines sont habituellement rappelées, les lois fondamentales, le roi ne peut pas changer l'ordre de succession, il ne peut pas aliéner le domaine de la couronne, tout cela est bien connu, mais il n'y a pas que cela, ça va au-delà des lois fondamentales. Le roi, du fait de sa mission de justice, qui est sa première mission, son devoir vraiment royal de justice, comme là, il avait Louis XV lui-même rappelé lors de la séance de la flagellation le 3 mars 1766, doit rendre justice à ses sujets. Et rendre justice à ses sujets, c'est respecter le droit de chacun. Et respecter le droit de chacun, cela implique de respecter la vie, l'honneur et la propriété de ses sujets. Et quand Louis XV évoque la vie, l'honneur et la propriété de ses sujets, en fait, il fait référence au droit naturel et il fait aussi référence au décalogue, au principe des 10 commandements qui énoncent des principes de droit naturel. La vie, tu ne tueras point. L'honneur, tu honoreras tes pères et mères. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Et la propriété, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas le bien d'autrui. Tout cela est extrêmement intéressant parce que tout cela nous montre la consistance de l'état de justice de l'ancienne France et nous montre que dans une société qui respecte l'autorité du droit naturel, le caractère absolu de la souveraineté du prince se trouve très fortement tempéré par ce principe, par cette finalité qu'est la recherche du bien commun et la recherche de la justice. Peut-on voir une illustration de cette recherche du bien commun et de cette conception du pouvoir dans le geste de renonciation du pape émérite Benoît XVI, au motif où, devant appliquer, hors de la question canonique et théologique qui est complexe, devant appliquer et assumer un pouvoir qu'il juge ne plus pouvoir assumer dans son intégralité pour le bien commun et pour l'ensemble de la communauté des croyants et du monde, il décide de se retirer. J'ai eu cette image en lisant une partie de l'ouvrage, Philippe Chaubrard. Alors effectivement, d'ailleurs il y a tout un chapitre qui est consacré à Benoît XVI, parce que Benoît XVI est le dernier grand penseur, le dernier grand esprit qui est longuement insisté sur l'importance du droit naturel. Et dans plusieurs de ses discours, on a cité le discours du Bundestag, mais l'on pourrait en citer quelques autres. On pourrait faire référence à ses encycliques, notamment à Deus Caritatis. L'affirmation de l'autorité du droit naturel est un point important de la pensée de Joseph Ratzinger, avant qu'il soit pape, après qu'il ait été élu pape, et j'imagine depuis qu'il a renoncé à une partie de son ministère. Et cette autorité du droit naturel est au carrefour de plusieurs des préoccupations de la pensée de Joseph Ratzinger, notamment le penchant spirituel qu'il a pour la règle de Saint-Benoît, dont on sait, grâce aux travaux du regretté Gérard Guyon, que cette règle a très fortement influencé le droit occidental, le droit constitutionnel, le droit pénal, et a contribué à la définition d'une société au sein de laquelle le pouvoir est ordonné à cette finalité qui est la justice. Bon. Alors, pour revenir à la renonciation de Benoît XVI, l'humilité
personnel de Benoît XVI est connu. Il a renoncé en 2013 au moment où il avait 85 ans. Il n'a pas renoncé à tout, parce que si vous écoutez bien les discours qui sont tenus depuis 4 ans, Benoît XVI est toujours considéré comme pape. Il est pape émérite. Il est en blanc. Il est toujours en blanc. Il est toujours en blanc. Et tout se passe, si j'en crois certaines déclarations, comme s'il y avait eu une sorte de partage des tâches. Il y a même des théories vaticanes sur l'agrandissement de la tâche par le pape émérite. Voilà, avec une fonction gouvernementale, administrative et de représentation, assumée aujourd'hui par François, et une fonction de contemplation, de prière, par lequel le pape prie pour la chrétienté, prie pour nous, prie pour le monde, et qui est assumé par Benoît XVI. Et en fait, Benoît XVI, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui, qui est une situation particulièrement préoccupante, a sans doute estimé qu'il fallait que l'Église, pour affronter cette crise, pour affronter l'hostilité du monde, que l'Église ait un pape plus jeune, qui ait la force physique d'affronter cette hostilité du monde, qui était devenue extrêmement forte à la fin du pontificat, en 2012 et 2013. Donc il fallait quelqu'un de plus jeune. Il avait certainement, qui plus est, en tête le souvenir des dernières années de Jean-Paul II, de la dégradation de la santé de Jean-Paul II et des derniers mois qui avaient été caractérisés par certains abus de faiblesse. L'Église peut-elle se permettre aujourd'hui d'avoir à sa tête un homme profondément affaibli, très malade, qui est sur un lit de souffrance et qui peut encore faire quelques apparitions, peut encore prononcer quelques paroles qui ne sont pas toujours audibles, car c'était cela les derniers mois de Jean-Paul II, mais qui ne peut plus gouverner et qui s'expose à être le jouet des influences qui s'exercent sur lui. Le cardinal Ratzinger a assisté aux derniers mois de Jean-Paul II et il a certainement vu tous les inconvénients que cela présentait pour l'Église et considéré qu'il ne fallait pas que l'Église connaisse une nouvelle fois cette épreuve et qu'en tout cas ce ne serait pas par lui qu'elle connaîtrait cette nouvelle épreuve et qu'il fallait qu'il se retire avant. Et puis, troisième point, et j'insiste vraiment sur cet aspect là, qui est très important, Benoît XVI a estimé que dans le contexte très dégradé que nous connaissons, il fallait un pape à temps plein pour prier pour nous, pour mener la bataille spirituelle. Il est aujourd'hui la sentinelle dans la nuit, sur le rempart, qui monte la garde et qui veille sur nous pendant que nous dormons. Voilà, il veille sur nous et il attend l'aube, il attend que l'aube se lève et je suis persuadé que le pape émérite, qui est une sorte de moine puissance 1000, par sa prière, atténue probablement très fortement les épreuves qui ne manqueraient pas de nous tomber dessus si il ne priait pas pour nous. Philippe Pichot-Bravard, vous terminez le chapitre sur Benoît XVI dans votre ouvrage Le droit naturel, fonder l'ordre juste, histoire, actualité, enjeu chez Ictus. Donc vous avez bien compris, chers auditeurs, que je vous invite très fortement à acquérir l'ouvrage et à le distribuer autour de vous. Par exemple, à le distribuer à vos jeunes enfants qui sont en première ou en terminale, ou ceux qui entrent en première année de droit. C'est toute ma recommandation. J'ajoute que au moment où l'on entend parler de la PMA, qu'il y a quelques agitations sur ce front-là, il est peut-être utile que des pères et des mères de famille qui entendent se battre, et il va falloir le faire sur cette question importante, sachent de quoi on parle quand on parle du droit naturel.
et soit intellectuellement armé. Vous écrivez, et Benoît XVI de conclure en insistant sur la place essentielle qu'occupe dans la civilisation européenne la recherche du vrai droit. Là, vous soulignez vrai droit. La volonté constante de servir la justice et la paix. Et vous citez Benoît XVI, la culture de l'Europe est née à la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, de la rencontre entre la foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs et la pensée juridique de Rome. Et finalement, comme l'ensemble de ces éléments ont disparu, Philippe Pichot-Bravard, reste-t-il une chance à l'Europe ? Il reste une chance à l'Europe, oui. Le cardinal Sarah, sur ce même thème, est très inquiet. Il voit l'Europe couler si elle ne se relève pas rapidement. Il reste une chance à l'Europe, et cette chance, elle repose sur la liberté des Français et des Européens, car nous sommes libres. L'histoire n'est pas écrite d'avance, et elle implique, par conséquent, de rompre avec les principes philosophiques qui nous ont conduits au fond de l'abîme, et qui menacent notre civilisation d'une destruction complète, et de renouer avec les principes de civilisation qui ont forgé notre âme, c'est-à-dire la spiritualité chrétienne, la philosophie grecque et le droit romain. Et dans le droit romain, la reconnaissance de l'autorité du droit naturel, un droit qui est ordonné à cette finalité qui est la justice et l'équité. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre, Philippe Pichot-Bravard ? Vous savez que je suis historien du droit, donc par conséquent, la réflexion autour de ce qu'est le droit fait partie et de mon métier et de l'enseignement. Il est bien beau d'enseigner le droit, encore faut-il se demander à quoi ça sert tout ça. Et donc on se pose la question de la finalité, et se posant la question de la finalité, on en vient à s'intéresser aux deux grandes conceptions du droit que j'ai énoncées tout à l'heure. Il est clair également qu'au moment des manifestations de 2013, de l'attaque inouïe portée contre la définition du mariage, toute une réflexion s'est fait jour, et l'atteinte portée là au droit naturel était tellement manifeste qu'il m'a semblé important de travailler davantage sur ce thème, d'abord pour mettre les choses au clair dans mon propre esprit, et d'autre part pour enseigner autour de moi, puisque c'est mon métier, c'est mon travail, enseigner autour de moi ce que c'est, pour que les gens sachent de quoi on parle quand on parle du droit naturel. Alors, les ouvrages de Michel Villet m'ont beaucoup aidé à cet égard pour avoir une vision d'ensemble, et puis ensuite, je me suis fondé sur les œuvres des différents auteurs pour forger cette réflexion. Et cette réflexion, elle choquera une partie de vos collègues qui pourraient nous dire, par exemple, dans les couloirs, arrêtez avec le droit naturel. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est d'être bon en droit positif pour défendre ses idées. Que leur répondez-vous ? Effectivement, le positivisme est plutôt dominant aujourd'hui, mais je leur répondrai que partout, l'on rappelle que la mission propre de l'université est d'éveiller à l'esprit critique. Comment voulez-vous éveiller à l'esprit critique si vous ne soumettez pas à la critique la pensée officielle, la pensée dominante, et s'intéresser au droit naturel, rappeler ce qu'il est, rappeler son importance, c'est interroger la pertinence du paradigme positiviste. Et c'est donc user de son esprit critique. Donc, là encore, je ne fais que faire mon travail. Désespérant une partie de vos ennemis et de vos adversaires, Philippe Pichot-Bravard. Alors je ne sais pas si j'ai des ennemis, mais en tout cas, ceux qui ont une autre conception du droit, oui. Ces débats sur la conception du droit, est-ce que vos étudiants y sont sensibles quand vous en parlez? Cela fait-il écho? Alors c'est très difficile de l'apprécier parce que dans l'enseignement supérieur, le contact avec les étudiants est peu développé. On arrive dans un amphi, on donne un cours, et puis on repart. Pendant la pause, il y en a parfois un qui ose venir vous poser une question, mais c'est assez rare. Ensuite, il y a l'épreuve de fin d'année, mais il n'y a qu'une seule épreuve.
vous pouvez les interroger dessus ou les interroger sur un autre sujet. Quand vous interrogez les étudiants sur ce point du programme, vous réalisez que certains ont compris et que d'autres pas. Mais il est vrai que en première année de droit, vous avez toute une partie des étudiants qui sont là un petit peu par hasard, qui ne savent pas trop ce qu'ils font là, qui confondent l'université avec le club med. Donc cela, évidemment, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Donc il est normal qu'il y ait un certain nombre de copies qui n'est pas compris, parce que vous avez beaucoup d'étudiants qui de toute manière ne travaillent pas. Ça représente un bon tiers, et même un très gros tiers. Vous avez un tiers qui a beaucoup de lacunes, qui ne comprend pas tout. Alors, et puis vous avez un tiers qui est en mesure de suivre des études supérieures. Voilà. Et donc chez ceux-là, habituellement, on constate que lorsque la question est posée, le cours est à peu près compris. Un grand merci Philippe Pichot-Bravard. Je rappelle le droit naturel fondé l'ordre juste, histoire actualité enjeu chez Ictus. Merci Charles.